Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président béninois Thomas Boni Yayi doit être auditionné par un juge d'instruction ce vendredi 7 juin. Une convocation dans le cadre de l'enquête sur les violences post-électorales des 1er et 2 mai 2019. L'Union africaine suspend le Soudan de toutes les activités de l'organisation. Une décision prise ce jeudi 6 juin avec effet immédiat et maintenue jusqu'à la création d'une autorité civile de transition. Et l'amélioration des systèmes fiscaux africains passe par la lutte contre la corruption et le renforcement du principe de responsabilité. Les pays africains doivent investir jusqu'à 72 milliards de dollars par an pour parvenir à une meilleure gestion fiscale. Le domicile de l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi est encerclé par les forces de sécurité depuis plus d'un mois maintenant. Le 1er mai 2019, il avait appelé la population à protester contre les élections législatives qui n'ont pas connu la participation de l'opposition. S'en étaient suivies des violences post-électorales et c'est dans ce cadre qu'il doit être entendu ce vendredi 7 juin par un juge d'instruction. Reportage de notre correspondant Lev Tiounou, commentaire Marcel Farba-Maroun. L'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, sera écouté ce vendredi 7 juin 2019 par le cabinet du juge d'instruction Aubert Kodjo du tribunal de première instance de Cotonou. Cela fait déjà un mois que l'ancien président Boni Yayi du Bénin n'est pas sorti de son domicile depuis les émeutes post-électorales en début mai. Alors que le gouvernement dément toute assignation à résidence de l'ancien chef d'État, un bureau mobile de la police républicaine a été établi à l'entrée du domicile de Boni Yayi. Les présumés coupables doivent répondre de leurs actes. Nul n'est au-dessus de la loi. Je pense que c'est à cause de sa sécurité qu'on observe la présence des conteneurs bureaux de la police républicaine à proximité de sa maison. Ce n'est pas encore une situation déplorable. La situation sociopolitique du pays notamment et celle de l'ancien président Boni Yayi avait attiré l'attention de plusieurs organismes de défense des droits de l'homme, dont l'ex-chef d'État français François Hollande. Amnesty International avait déploré à travers un communiqué en date du 14 mai tous les actes de violation des droits de l'homme et avait demandé le retrait des forces de sécurité postées à l'entrée de la rue de l'ancien président Yayi Boni. Yayi ne mérite pas ça. Le peuple lui doit beaucoup de récompenses. Le peuple béninois n'a pas besoin de ça pour Yayi Boni. Le peuple béninois veut que Yayi Boni soit mis en liberté. Parce qu'après tout, il a servi le peuple. Il a aidé beaucoup de personnes, il a aidé beaucoup de gens. Aucun président, ancien président au Bénin n'a vécu ce sort que Yayi Boni est en train de vivre aujourd'hui. L'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, a formulé un recours contre l'État béninois pour torture morale et autres violations des droits de l'homme. La plainte a été déposée à la Cour de justice de la CEDEAO le vendredi 17 mai 2019. La répression post-électorale a occasionné au moins 4 morts selon Amnesty International. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine suspend le Soudan. L'annonce a été faite ce jeudi 6 juin. L'organisation panafricaine exige l'installation d'une autorité civile après le renversement par l'armée de l'ancien président Omar el-Béchir le 11 avril 2019, mais surtout après la sanglante répression du mouvement contestataire qui a fait une centaine de pertes en vie humaine le 3 juin. Plus de détails avec Vina Nodin. Le Soudan, plongé dans l'instabilité, la dispersion brutale d'un sit-in à Khartoum pour exiger la mise en place d'un gouvernement civil a fait une centaine de morts et plus de 500 blessés selon le dernier bilan du comité central des médecins. Un bilan contredit par les autorités militaires qui de leur côté évoquent une quarantaine de victimes. Sur le terrain, les cartes semblent rebattues. Après avoir annoncé l'annulation de l'accord de transition, le Conseil militaire a fait volte-face et s'est dit ce mercredi 5 juin ouvert aux négociations sans restriction. Mais pour l'opposition et les manifestants, il n'en est plus question. Les militaires ont franchi les Rubicons. Faire 108 morts, une répression que l'on croyait vouée au passé avec le départ de Béchir, faire ce genre de répression, c'est vraiment déplorable. Et la deuxième chose, c'est qu'ils utilisent aussi une milice privée. Une milice qu'ils ont fait revêtir du chapeau des islamistes.
Donc ça, c'est déjà le deuxième point. Mais si on veut vraiment aller de l'avant, sortir les Soudans de l'ornière, il faut absolument que les négociations aboutissent. Cette dégradation de la situation a été vivement condamnée à l'international. L'Union africaine a annoncé ce 6 juin la suspension avec effet immédiat de la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine et ce, jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. L'Union africaine réagit en retard. La crise a commencé à couver depuis longtemps et depuis le départ forcé du président Béchir, l'Union africaine aurait dû réagir, c'est qu'elle n'a pas fait. Donc c'est quand même un peu tard. Maintenant, nous avons deux forces en présence. D'un côté, les militaires qui sont les anciens collègues du président Béchir, qui ont un comportement corporatiste, et de l'autre, nous avons une société civile assez active qui a montré par tout ce qu'il y a eu comme manifestation ces derniers temps qu'elle peut se prendre en charge, manifester, dégager l'ancien président. Donc il faudrait une organisation extérieure. L'Union africaine réagit malheureusement en retard pour essayer de trouver un terrain d'entente entre ces deux camps aux intérêts diamétralement opposés. Une autorité civile, seul moyen selon l'institution panafricaine de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle. Le Conseil militaire de transition suivra-t-il cette recommandation? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, une chose est certaine, la répression militaire n'a pas étouffé l'espoir de liberté d'un peuple qui annonce d'ores et déjà de nouveaux rassemblements. Les États africains ne parviennent pas à exploiter pleinement leur capacité fiscale pour en faire de véritables sources de revenus. Les pays africains doivent investir jusqu'à 72 milliards de dollars par an pour parvenir à une meilleure gestion fiscale, ce qui représente un tiers du montant nécessaire à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Siamlo Victor Asedji. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le ratio global pondéré des recettes fiscales par rapport au PIB du continent africain est en baisse depuis 2004. La capacité de recouvrement n'atteint que 20% du PIB et le taux de pression fiscale par rapport au PIB est faible, soit à 17%. L'efficacité de la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée est bien souvent inférieure à 50% et l'impôt sur les biens fonciers et le patrimoine reste une source de revenus encore inexploitée. Sur tout le continent, on est en train de se livrer à ce qu'on appelle des projets structurants. Et malheureusement, pour les pays du continent, nos technologies étant faibles, nos PME n'ont pas souvent accès à cette technologie. On a une surface financière limitée. Donc tous les projets structurants, c'est toujours les pays étrangers qui viennent construire ici chez nous. Et ces pays ne payent rien en termes d'impôts, en termes de taxes, en termes de charges sociales. Même parfois, je ne prends que le personnel que ces gens utilisent. C'est vraiment du personnel utilisé à la hâte. Pour améliorer leur gouvernance fiscale par la lutte contre la corruption et le renforcement du principe de responsabilité, les pays africains doivent investir jusqu'à 72 milliards de dollars par an, selon la Commission économique pour l'Afrique, soit le tiers du montant nécessaire à l'Union africaine pour opérationnaliser l'agenda 2063. L'Union africaine réussit le tour de force, le tour de génie de faire sortir les fonds baptismaux dans le Fonds monétaire africain et la Banque centrale africaine. Je crois très bien que la mobilisation de ces lignes de financement que vous indiquez deviendrait un jeu. Selon des experts, les pays africains devraient également songer à miser sur les recettes non fiscales et sur les ressources naturelles non renouvelables qui sont d'importantes sources de recettes. Toutefois, cela nécessite encore plus de transparence et un véritable contrôle des appareils de l'État. En République démocratique du Congo, une fondation dénommée Grâce Monde milite en faveur des femmes enceintes. La fondation a récemment lancé une pétition pour initier une loi au Parlement permettant l'accès gratuit de la femme enceinte à des soins de qualité jusqu'à l'accouchement. En près de 2 semaines, environ 20 000 signatures ont été récoltées sur les 100 000 nécessaires. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Femmes séquestrées dans des maternités après l'accouchement, une pratique bien fréquente à Kinshasa. Le phénomène semble plus grave dans des petites maternités localisées dans les milieux reculés de la capitale. Nous sommes au quartier Petro-Congo dans la commune de Massina. Son accouchement a eu lieu il y a 2 semaines, mais Jenny et son bébé ne pouvaient quitter le centre faute de moyens.
Je suis venue ici avec mon mari qui s'est déplacé pour ne plus revenir. Nous n'avions pas d'argent. On m'a tout de même accueilli et j'ai accouché avec des complications. Il a fallu que je paye les frais et comme je n'avais rien, je suis retenue ici avec le bébé. La gratuité de l'accouchement en RD Congo, c'est le combat que mène depuis plusieurs mois la Fondation Grâce au Monde. Elle assiste régulièrement les femmes incapables de payer les frais d'accouchement. Par son assistance, Jenny et son bébé vont devoir quitter cette maternité de fortune. Dès qu'on reçoit un appel, on fait des enquêtes pour voir d'abord si le centre existe, si le médecin directeur est vraiment le vrai médecin directeur, si la victime est une vraie victime, pour être sûr qu'on n'est pas en train d'aider quelqu'un qui est en train d'inventer l'histoire. Mais jusque-là, vraiment, ça fait des mois qu'on est sur terrain et presque des années, je peux dire que nous n'avons pas encore rencontré quelqu'un qui a menti sur son état. Dans la lutte pour la gratuité de l'accouchement, une pétition a été initiée par la Fondation Grâce au Monde. Il faut 100 000 signatures pour saisir le Parlement. 2 semaines après le lancement de la pétition, environ 20 000 signatures sont récoltées. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de la Santé. Réussir la gratuité de l'accouchement, c'est aussi lutter efficacement contre la mortalité à la maternité, estiment les observateurs. Nouvelle secousse au sein de la planète football. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a été interpellé ce jeudi 6 juin à Paris, capitale française, où il séjournait pour assister au congrès de la FIFA. Le président de la CAF a été entendu par les services français concernant des soupçons de corruption avec un équipementier français, et ce, à 2 semaines de la CAN 2019. Solène Duplessis. Ahmad Ahmad dans le viseur de la justice. Le président de la Confédération africaine de football était depuis un certain temps accusé d'être impliqué dans plusieurs scandales financiers. C'est finalement ce jeudi 6 juin qu'il a été interpellé à Paris, où il séjournait à l'occasion du congrès électif de la FIFA. La fédération n'aurait pour l'heure pas connaissance des détails de l'enquête et demande plus d'informations aux autorités françaises. Effectivement, l'interpellation a eu lieu. À ce stade, la CAF attend de savoir exactement pour quel dossier Ahmad a été interpellé. Son avocate est avec lui. Nous sommes en train de suivre la situation. L'un des dossiers soupçonnés d'être à l'origine de l'enquête, l'annulation par Ahmad Ahmad d'un contrat qui liait la CAF à Puma à la veille du CHAN 2018 sans payer les pénalités. Et ce au profit de la firme française Tactical Steel, l'entreprise qui a facturé à la CAF $830 000 de plus que la somme demandée par Puma pour un service équivalent. La CAF a rempli son contrat avec cet équipementier en s'associant bien sûr à la société Tactical Steel pour s'allier qui est un trait d'union avec la société Adidas, et bien sûr il y a des suspicions comme quoi il y avait des malversations, il y avait de la corruption entre cette société. L'ex-secrétaire général de la Confédération, c'est lui qui était mandaté par Ahmad Ahmad pour rompre et pour faire la transition avec les 2 sociétés. Lui, il a déclaré que la décision a été faite collégialement et dans la bonne et due forme. Notons que les transactions entre la CAF et la firme Tactical Steel sont estimées à près de $3 millions. D'autres membres de la Confédération africaine de football pourraient également être auditionnés à leur tour. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.